Alors, bonjour, moi je vais vous parler un petit peu de la distribution des anaérobies au sein du microbiote humain. Donc c'est un sujet qui m'avait été posé par Larry Keil, donc j'en profite pour le recycler aujourd'hui. Un sujet qui n'était pas si évident, parce que c'est un sujet très vaste, et pour faire une paraphrase, c'est un peu comme faire une carte du monde au Moyen-Âge. Donc j'ai voulu m'intéresser aux anaérobies strictes, et là encore, c'était assez difficile de définir qu'est-ce qu'était un anaérobie strict, parce qu'au sein d'un même genre bactérien, par exemple les bifidobacterium ou les actinomyces, eh bien, vous avez certaines espèces qui sont dites anaérobies strictes, d'autres qui tolèrent beaucoup mieux l'oxygène. De la même manière, on peut le voir, il y a certains, au sein d'une même espèce bactérienne, il y en a des souches qui tolèrent plus ou moins bien l'oxygène. Donc, je me suis basé sur une base de données très bien faite, qui a été réalisée par le professeur Millon, puis qu'on peut télécharger sur le site de l'IHU. Et au-delà de la tolérance à l'oxygène, actuellement, il y a un terme qui revient beaucoup dans la bibliographie, c'est le terme d'IOS, c'est-à-dire les espèces extrêmement intolérantes à l'oxygène. Et donc, il n'y a pas de définition pour les IOS, on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la tolérance maximale à l'oxygène en réalité? On peut classer dans ces IOS plusieurs espèces, notamment Faecalibacterium prosnitzi. 2 minutes à température ambiante, Faecalibacterium prosnitzi n'est plus viable et ne peut plus repartir en culture. Vous avez d'autres espèces comme par exemple Akkermansia mucinifila ou encore certaines espèces de Christensenella qui font partie actuellement des IOS, mais il n'y a pas de consensus sur ces bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène. Donc on va voir la distribution de ces espèces dans divers sites anatomiques, donc ce n'est pas exhaustif, mais on va voir les anaérobies au niveau du microbiote respiratoire, très lié au microbiote oral, au niveau du microbiote digestif, qui est un très gros réservoir, urinaire, vaginal, et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a également le microbiote du lait maternel, qui est un réservoir de germes anaérobies. Donc le microbiote oral, il y a beaucoup de travaux sur les anaérobies et le microbiote oral parce que beaucoup d'entre eux, en certains groupes de germes anaérobies, ont été associés par exemple aux parodontites. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et un des facteurs majeurs sur l'acquisition de ces germes anaérobies, c'est l'apparition de la dentition. On le voit très bien sur cette figure en ce qui concerne certains germes anaérobies comme les actinomyces ou les fusobacterium. L'apparition de la dentition favorise la croissance de ces microbes. Au niveau de la prévalence, la fréquence de ces germes bactériens, on va retrouver beaucoup de Leptotrichia, de Veillonella, de Fusobacterium, de Selenomonas ou d'Anaerovorax. En termes de prévalence, tout le monde a au niveau du microbiote oral des Prevotella, des Veillonella ou encore des Fusobacterium. Et puis il y a également ce phylum sur lequel il y a un intérêt particulier actuellement, le phylum des TM7. Alors on ne sait pas trop, ce sont des mini-microbes qui vont pousser en tant qu'exosymbiontes avec un autre microbe qui était initialement décrit comme étant anaérobie, mais actuellement, il y a certains travaux qui suggèrent que des microbes microaérophiles peuvent servir d'exosymbiontes à ces mini-microbes. Donc on ne sait pas trop s'ils sont à classifier dans les anaérobies strictes ou non. Donc j'en parlerai pas davantage. Parmi les autres microbes fréquents, on va retrouver des Porphyromonas, des Peptostreptococcus, des Selenomonas, des dialystères ou encore des Leptotrichia. En termes de fréquence d'espèces, donc je me suis basé sur un site qui est très bien fait, qui référence tous les métagénomes de microbiote oral disponibles. Et donc on retrouve les Veillonella en tête de liste avec Veillonella dispar et parvula, les Fusobacterium, en particulier Fusobacterium nucleatum, et puis d'autres espèces à hauteur de 1%, Dialystère, Selenomonas ou Parvimonas. On remarque qu'il n'y a pas les Prevotella, tout simplement parce que les Prevotella, en réalité, elles sont complètement éclatées en une trentaine d'espèces parmi les 130 espèces anaérobies cultivées. Donc au cumulé, les Prevotella, ça représente entre 1 et 2% du microbiote oral, tout comme les actinomyces. Alors le microbiote oral, en réalité, il va coloniser tout le tractus respiratoire, à l'exception peut-être, c'est ce qui est relativement bien décrit, du nasopharynx. Dans le nasopharynx, on va avoir plus de germes aérobies et moins de germes anaérobies. Ceci étant, dans une étude qu'on a menée visant à caractériser le microbiote nasopharyngé de patients qui avaient la grippe, eh bien, je suis allé regarder les anaérobies qu'on avait trouvées. On voit qu'on retrouve beaucoup d'anaérobies associées au microbiote oral. Donc il y a moins d'anaérobies du microbiote oral, mais on en trouve quand même. Et par contre, ce qui est très net, c'est que de l'oropharynx jusqu'au LBA, jusqu'au poumon, on va trouver les mêmes anaérobies qu'au niveau du microbiote buccal. En particulier, les Veillonella et les Prevotella, vous voyez, qui sont
tout aussi prévalentes tout au long de l'arbre respiratoire. En revanche, on le voit au niveau du nasopharynx, il y en a beaucoup moins. On va plutôt trouver des espèces qui ne sont pas anaérobies à titre de staphylocoque ou certains propionibacterium. Donc ça, c'est très bien décrit. On retrouve les mêmes microbes, que ce soit au niveau du microbiote oral ou pulmonaire, les Veillonella, les Prevotella, les Fusobacterium, les Porphyromonas, et donc il va y avoir des différences qui vont se faire au niveau des microbes aérobies surtout, on peut le voir surtout au niveau des hémophilus ou des entérobactéries, qu'on va retrouver beaucoup plus fréquemment dans le poumon. Donc, la majorité du réservoir des microbes, du microbiote pulmonaire, c'est la bouche, mais aussi, de façon un peu contre-intuitive, ce serait également le microbiote intestinal, comme ça a été suggéré, vous voyez en bleu, pour certains microbes. Et nous, on a fait de la culture omique sur le microbiote respiratoire, donc en prenant 16 individus sains. On n'a pas cultivé énormément d'anaérobies, on avait cultivé près de 200 espèces, et donc on avait 68 espèces anaérobies qui avaient été cultivées, beaucoup d'espèces associées au microbiote buccal, hein, donc toujours des Prevotella et des Veillonella, mais effectivement des microbes effectivement à consonance digestive, comme des Clostridium ou encore des Bacteroides. Donc dans la bibliographie, les phénomènes, ce qu'ils appellent de microaspiration ou de reflux gastro-œsophagien, expliqueraient cet overlap entre les deux microbiotes. Donc le microbiote digestif, on a beaucoup travaillé dessus par l'approche de culture omique, hein, qui est une approche de culture haut débit. Et je vais surtout m'appuyer sur un travail qui a été réalisé par Morgan May et Davide Riccaboni sur des prélèvements étagés, hein, pour vraiment montrer le gradient oral-laboral qui a été très bien démontré dans ce travail-là. Donc tout d'abord au niveau de l'estomac, on peut voir, il y a quand même pas mal d'espèces qui avaient été cultivées, hein, près de 36, avec une majorité d'espèces issues du microbiote oral, des Prevotella, des Veillonella. Mais ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'il y avait la moitié à peu près de la cohorte qui avait des patients qui avaient pris des IPP. Si on enlève tous les patients qui ont pris des inhibiteurs de la pompe à protons, eh bien, le nombre d'espèces chute dramatiquement, hein, plus que 4 espèces retrouvées. Donc on a l'impression qu'au niveau de l'estomac, eh bien, les espèces du microbiote oral descendent, hein, de façon naturelle, mais sont très rapidement tuées par l'acidité gastrique. On va retrouver exactement le même phénomène au niveau du duodénum, hein, vous voyez beaucoup de germes à consonance orale, Prevotella, Fusobacterium, mais aussi quelques germes à consonance digestive comme Clostridium et Bacteroides. Et là, pareil, si on enlève les patients qui ont pris des IPP, on passe de 106 espèces à 7 espèces. Donc ça peut poser la question sur la viabilité des microbes qu'on peut trouver, notamment par méthode de séquençage haut débit au niveau du duodénum, hein, puisque on a montré par ce travail-là qu'une majorité de ces espèces étaient finalement non viables. Au niveau de l'iléon, par contre, on va commencer à retrouver énormément de Bacteroides, avec beaucoup de Bacteroides uniformis et ovatus, qui étaient très fréquents dans le travail de Morgan May et Davide Riccaboni. Et puis au niveau des genres, on commence à voir l'apparition de Clostridium et d'Alistipes. Et donc finalement, on va retrouver à peu près la même chose. Donc oui, chose assez curieuse, Barnesiella intestinio-hominis, hein, qui fait partie des oncomicrobiotiques, donc des microbes qui favorisent la réponse à certains traitements anticancéreux, n'avait été retrouvé dans cette cohorte que chez les patients qui prenaient des IPP, et chez l'intégralité de ces patients. Donc finalement, on se rend compte qu'au niveau du côlon droit, on va avoir une continuité avec beaucoup de Bacteroides, également des Clostridium, et puis vraiment ce qui fait la différence avec le côlon gauche, c'est qu'au niveau du côlon gauche, on a une grande majorité d'espèces de Peptonifilus. Voilà, donc on voit bien le gradient oral-laboral avec un nombre d'espèces anaérobies retrouvées qui est beaucoup plus fréquent, plus on descend dans le tube digestif. Et donc au final, voilà le résumé, on va retrouver énormément de Clostridium, mais on le verra, c'est complètement biaisé par le fait que Clostridium contient énormément d'espèces bactériennes par rapport aux autres microbes. Hein, parce que si on regarde en termes d'abondance relative, eh bien, on ne va pas du tout retrouver ces espèces-là, on va retrouver plutôt des bifidobacterium, des rhombutia, des Prevotella, et puis également ces deux bienfaiteurs qui sont Akkermansia nucinifila et puis Fecalibacterium prosnitzi, qui est une des bactéries clés, hein, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, en particulier dans la maladie de Crohn. Voilà, donc maintenant je vais parler un petit peu du microbiote urinaire. Hein. Ce sont des travaux qu'on avait conduits notamment avec Aurélie Morand sur plus de 400 échantillons. Et donc le rationnel de ça, eh bien, c'est que l'urine n'était pas stérile. Il y avait des travaux qui montraient que si on faisait de la culture optimisée des urines, si on inoculait de larges volumes, eh bien, on pouvait retrouver des microbes, même dans des urines fonctionnées directement au niveau de la vessie, avec certains anaérobies.
Plus tard, les auteurs qui avaient fait ce papier ont suggéré que les microbes qu'on trouvait dans l'urine étaient en réalité des microbes d'origine vaginale. Et nous, on est allé regarder, donc sur ces 400 espèces, on a appliqué l'approche de culture omique. Donc on a découvert tout un tas de nouvelles espèces. Et ce qui était très intéressant, c'est que si on faisait la bibliographie du microbiote urinaire, il y avait moins de 10% des espèces retrouvées dans l'urine qui étaient des espèces anaérobies. Et dans ce travail, plus d'un tiers des espèces retrouvées par culture omique étaient des espèces anaérobies strictes. Et quand on compare le répertoire urinaire mis à jour avec tous les autres répertoires, eh bien on se rend compte que plus de 2 tiers des espèces retrouvées dans l'urine sont partagées avec le microbiote digestif. Et donc ça, c'est vraiment en phase avec différents travaux qui montrent des liens entre le développement d'infections urinaires à répétition et le microbiote digestif, soit en termes de fréquence d'uropathogènes dans le tube digestif, soit la guérison d'infections urinaires à répétition après transplantation fécale pour une infection à Clostridium difficile. Voilà, il y a eu également beaucoup de travaux sur les anaérobies au niveau vaginal. Donc on retrouve beaucoup d'espèces de Prevotella au niveau vaginal, d'Anaerococcus, également de Peptonifilus, avec certains Peptonifilus qui sont très spécifiques du microbiote vaginal. Par culture omique, de la même manière, beaucoup d'espèces anaérobies nouvelles ont été trouvées, et de façon intéressante, même si c'est déjà connu, eh bien, la grande majorité de ces nouvelles espèces anaérobies ont été retrouvées chez des patientes atteintes de vaginose bactérienne. Donc ça, c'est tout à fait en lien avec la littérature, puisqu'on sait que le taux de Prevotella, par exemple, augmente significativement avec le score de Nugent, qui est un indicateur de vaginose bactérienne, et ça a été également confirmé par métagénomique, puisqu'on retrouve majoritairement des lactobacillus chez les patientes asymptomatiques, tandis qu'on a la diversité qui augmente de façon dramatique chez les patientes atteintes de vaginose bactérienne, avec notamment certains gènes très spécifiques comme les SNETIA, qui sont vraiment très associés à la vaginose. Et puis, de façon intéressante également, la vaginose et plus particulièrement certains microbes anaérobies ont été associés à une acquisition accrue du virus HIV par voie vaginale. Donc des travaux sont également en cours. Voilà, donc si on fait un peu la synthèse de tout ça, finalement, il n'y a que 3 espèces qu'on va retrouver partout, Fingoldia magna et puis 2 espèces de Veillonella. Donc tous les nuages qui sont représentés en périphérie, ce sont les genres qui contiennent des espèces spécifiques à chaque microbiote. Et finalement, ce qui est important, c'est de voir qu'une grande majorité des anaérobies vaginaux sont d'origine digestive. Au niveau respiratoire, c'est très bien partagé entre le microbiote digestif et le microbiote oral. Et puis au niveau urinaire, on a très majoritairement des anaérobies qui dérivent du microbiote digestif. Voilà, donc si on fait le répertoire complet des espèces anaérobies qui sont cultivées chez l'homme, on est entre 900 et 950 espèces. Il faudrait que je le mette vraiment à jour sur ces 6 derniers mois, avec 280 genres représentés qui sont vraiment écrasés par Clostridium. Clostridium, ça représente chez l'homme plus de 120 espèces au total. Donc c'est pour ça que Clostridium apparaît de façon majoritaire. Au total, Clostridium, c'est plus de 250 espèces. Donc c'est pour ça que ça écrase de façon massive ce diagramme. Voilà, il ne faut pas oublier non plus les archées, donc sur lesquels on travaille beaucoup à l'IHU, notamment avec l'équipe du professeur Drancourt, qui sont retrouvés dans de plus en plus de sites anatomiques, et en particulier maintenant dans divers prélèvements cliniques. Et donc ça me permet de rebondir sur la microbiologie clinique. La microbiologie clinique, c'est vraiment un grand fournisseur d'anaérobies. Il y a notamment certaines espèces qui ont été uniquement décrites à ce jour, en tout cas uniquement cultivées à partir de prélèvements cliniques. Et donc vraiment le proof of concept de ça, c'est Faecalibacterium prosnitzi, cette fameuse bactérie clé de la maladie de Crohn, qui initialement avait été retrouvée donc il y a 100 ans à partir d'un ampième pleural. Donc ça montre déjà qu'à l'époque on avait des méthodes de détection des anaérobies, c'était de très très bons microbiologistes. Donc il s'appelait à l'époque Bacillus mucosus anaerobius, et donc après divers remaniements taxonomiques maintenant, c'est devenu une bactérie clé et donc un probiotique. Et à l'inverse, eh bien, il y a certaines espèces qui ont été initialement décrites comme commensales. Il y a par exemple certaines nouvelles espèces anaérobies qu'on avait décrites par culture omique, qu'on avait majoritairement retrouvées à partir du tube digestif, et qu'on a retrouvées par la suite grâce au partage des bases de données d'Emalditov en microbiologie clinique. Et on peut voir que la majeure partie des germes retrouvés en microbiologie clinique et découverts par culture omique étaient des germes anaérobies. Et donc ça montre vraiment que les anaérobies, c'est sans doute le plus gros trou de connaissance
connaissances en ce qui concerne la composition du microbiote humain. C'est vraiment les germes qui restent à découvrir, tout simplement parce que on ne sait pas forcément toujours comment les cultiver, donc ça s'est très bien démontré par 2 répertoires qu'on a fait consécutivement à 3 ans d'intervalle. Donc en 2015 et en 2018, et bien près de la moitié des germes qui ont été ajoutés à ce répertoire étaient des germes anaérobies, alors qu'au total, finalement, les anaérobies, ça représente moins d'un tiers des germes totaux cultivés chez l'homme. Voilà, merci pour votre attention.